La station-service se dressait, solitaire, sous l'éclat froid des néons, un îlot de lumière artificielle perdu dans l'obscurité d'une nuit sans lune. Les pompes à essence, alignées comme des sentinelles fatiguées, brillaient, faiblement, reflétant les lueurs bleutées des enseignes. Le silence, seulement troublé par le bourdonnement discret des lampes, enveloppait l'endroit d'une aura presque irréelle, comme si le temps s'était figé dans cet espace oublié entre deux routes de campagne. C'est dans ce décor que Camille et Dubois gara sa berline noire, un véhicule élégant dont le moteur ronronna doucement avant de s'éteindre. Elle ouvrit la portière et posa un pied sur le bitume, ses baskets crissant légèrement contre le sol. Vêtue d'un simple sweat à capuche et d'un jean décontracté, elle semblait, à première vue, être une voyageuse ordinaire, une femme traversant la nuit pour rejoindre une destination quelconque. Mais il y avait dans ses gestes une précision, une assurance qui trahissait d'autre chose. Camille n'était pas une simple civile. Sous son apparence banale se cachait une agente du service de protection fédérale, une femme entraînée à naviguer dans les situations les plus périlleuses, où chaque détail pouvait être une question de vie ou de mort. Ses yeux sombres balayèrent les lieux d'un regard rapide mais méthodique, deux voitures garées à l'écart, vides, un caissier à l'intérieur, le nez plongé dans son téléphone, et aucun autre signe de vie. Une scène banale, presque trop calme. Mais Camille savait, par expérience, que les moments les plus dangereux se dissimulaient, souvent sous un voile de routine. Elle s'approcha de la pompe, inséra la carte de paiement et commença à remplir le réservoir, ses mouvements fluides, presque mécaniques. Pourtant, son esprit restait en alerte, analysant chaque son, chaque ombre. De l'autre côté du parking, Julien Lefebvre était affalé dans sa voiture de patrouille, une vieille Peugeot aux pneus usés, garée à l'ombre d'un panneau publicitaire vantant une marque de soda. Le moteur tournait au ralenti, émettant un grondement sourd qui se mêlait au tapotement nerveux de ses doigts sur le volant. Julien s'ennuyait. Sa garde de nuit, comme tant d'autres, traînait en longueur, et l'idée de passer encore plusieurs heures à surveiller une route déserte le rendait irritable. Ses yeux, plissés par l'habitude, se posèrent sur la berline de Camille et lorsqu'elle entra dans le parking. Une voiture comme celle-là, trop propre, trop luxueuse pour un coin aussi perdu, attira immédiatement son attention. Il se redressa légèrement, son instinct de flic, ou peut-être son préjugé, prenant le dessus. Quand Camille sortit du véhicule, son allure le frappa. Une femme noire, seule, à une heure pareille, avec une démarche trop assurée, presque arrogante à ses yeux. Elle ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait des gens de passage dans ce bled. Julien plissa les lèvres, son esprit déjà en train de tisser des scénarios. Elle n'a rien à faire ici, murmura-t-il pour lui-même, ses doigts serrant le volant. Il l'observa, immobile, tandis qu'elle pompait l'essence, notant chaque détail, la façon dont elle se tenait, droite mais détendue, la capuche qui masquait partiellement son visage, la fluidité de ses gestes. Tout en elle semblait trop parfait, trop contrôlé. Camille, de son côté, sentit le poids d'un regard sur elle. Sans tourner la tête, elle repéra la voiture de patrouille dans son champ de vision périphérique. Des années d'entraînement lui avaient appris à ne jamais montrer qu'elle avait remarqué une surveillance. Elle termina de remplir le réservoir, referma le bouchon avec un clic sec et se dirigea vers la boutique de la station, ses pas mesurés, ni trop lents, ni trop rapides. En passant devant les portes automatiques, elle jeta un coup d'œil discret à la réflexion dans la vitre. La voiture de Julien s'était légèrement déplacée, se rapprochant de l'entrée. Elle ne broncha pas, mais son pouce accéléra imperceptiblement. À l'intérieur, l'air sentait le café rance et les chips industriels. Le caissier, un jeune homme nommé Pierre, leva à peine les yeux de son écran, marmonnant un vague « bonsoir » avant de replonger dans son jeu mobile. Camille se dirigea vers le frigo, attrapa une bouteille d'eau et un paquet de barres protéinées, puis s'approcha du comptoir. Elle posa ses articles, sortit un billet de sa poche et le tendit à Pierre, qui scanna les produits sans enthousiasme. À cet instant, un crissement de gravier se fit entendre à l'extérieur. Julien était sorti de sa voiture. Ses bottes résonnaient lourdement sur le sol, un son délibéré, presque menaçant. Camille ne réagit pas, mais elle nota le changement d'atmosphère. Pierre, lui, releva la tête, ses doigts hésitants sur la caisse. « C'est tout ?
demanda-t-il, sa voix légèrement tremblante. Camille hocha la tête, récupérant sa monnaie. Elle sentit la présence de Julien avant même qu'il n'entre. La clochette de la porte tinta, annonçant son arrivée. Julien, grand, large d'épaules, portait son uniforme avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Camille, la scrutant de haut en bas comme s'il cherchait une faille. Il s'approcha des rayons, feignant de s'intéresser à une boîte de biscuits, mais son regard ne quittait pas Camille. Pierre, mal à l'aise, tout sauta, espérant briser la tension. Camille pivota lentement, ses achats dans un sac plastique, et se dirigea vers la sortie. Julien, d'un pas calculé, se plaça sur son chemin. « Bonsoir », lança-t-il, sa voix grave, teintée d'une autorité qui n'invitait pas à la discussion. Camille le fixa, son regard calme mais pénétrant. « Bonsoir, officier », répondit-elle, son ton neutre, presque trop poli. Julien croisa les bras, son badge scintillant sous les néons. « Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ?» demanda-t-il, son corps légèrement penché en avant, comme pour imposer sa présence. Camille éleva son sac, un sourire imperceptible au coin des lèvres. « Faire le plein », dit-elle simplement. Julien fronça les sourcils. Sa réponse, trop concise, le déstabilisa. « Cette station n'est pas franchement sur les grands axes, insista-t-il, son ton plus dur. « Vous êtes juste, de passage ?» Camille haussa un sourcil, son expression toujours impassible. « Exactement. » répondit-elle, commençant à contourner Julien. Mais il fit un pas de côté, bloquant à nouveau son chemin. « Pas si vite, dit-il, sa voix plus forte. « Vous avez une pièce d'identité sur vous ?» À cet instant, une autre cliente, une vieille femme nommée Marianne, entra dans la boutique, son panier en osier à la main. Elle s'arrêta net, sentant la tension. Camille ne détourna pas les yeux de Julien. « Ai-je l'air de violer une loi, officier ?» demanda-t-elle, sa voix toujours posée, mais avec une pointe de défi. Julien serra les dents, irrité par son calme. « Vous avez l'air de quelqu'un qui pense pouvoir traverser ma ville sans rendre de compte, rétorqua-t-il, sa main se posant sur sa ceinture, près de son holster. Marianne, restée près de la porte, murmura à Pierre. « Il cherche les ennuis, celui-là. » Pierre, nerveux, fit semblant de ne pas entendre, mais ses mains tremblaient légèrement. Camille inclina légèrement la tête, étudiant Julien. « Je ne savais pas que faire le plein nécessitait une explication, » dit-elle, son ton presque moqueur. La tension était palpable, l'air semblant s'épaissir autour d'eux. Julien, piqué au vif, s'avança, envahissant son espace personnel. « Si, quel genre de travail vous faites, pour rouler dans une voiture pareille ?» lança-t-il, ses yeux scrutant son sweat et son jean, comme s'il cachait un secret. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle le fixa, son regard durcissant. « Un travail qui m'occupe. » dit-elle enfin, son ton sec. Elle tenta de passer, mais Julien leva une main. « Je n'ai pas fini. » aboya-t-il. Marianne, agacée, s'approcha du comptoir et s'adressa à Pierre. « Oh là! C'est toujours comme ça, avec lui? Il harcèle les gens pour rien ?» Pierre haussa les épaules, mal à l'aise. « Il fait son boulot. Je suppose. » Marianne renifla, peu convaincue. Camille, elle, restait focalisée sur Julien. « 10. Si vous n'avez pas de motif valable, officier, je vais partir, » dit-elle, son ton ferme. Julien ricana, mais son regard trahissait une frustration croissante. « Vous refusez de coopérer, c'est ça ?» demanda-t-il, sa voix montant d'un cran. Camille croisa les bras. « Je coopère en répondant à vos questions. Maintenant, à moins que vous n'ayez un mandat, je n'ai aucune obligation de rester ici. » Julien rougit, sa mâchoire se crispant. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais à cet instant, un grondement de moteur se fit entendre à l'extérieur.
Plusieurs SUV noirs, aux vitres teintées, s'arrêtèrent brusquement dans le parking, leurs phares balayant la station. Julien se tourna, déconcerté. Camille, elle, ne bougea pas, mais un éclat de satisfaction passa dans ses yeux. La porte de la boutique s'ouvrit à nouveau, et un homme en costume sombre, agent Laurent, entra. « Agent Dubois », dit-il calmement, ignorant Julien. Camille hocha la tête. Laurent se tourna vers Julien, son badge fédéral scintillant sous la lumière. « Y a-t-il un problème ici, officier ?» demanda-t-il, sa voix glaciale. Julien, pris de court, bégaya. « Qui êtes-vous? Que êtes-vous » Laurent montra son badge. « Service de protection fédérale. Ceci est une affaire fédérale. Reculez. » Julien, humilié, serra les poings, mais il ne bougea pas. Marianne, depuis le comptoir, murmura à Pierre, « Ça, c'est intéressant. » Pierre, les yeux écarquillés, acquiesça. Camille, toujours impassible, s'adressa à Julien. « Vous devriez écouter, officier, ça vaudra mieux pour vous. » Julien la foudroya du regard, mais il recula d'un pas, son égo meurtri. Les SUV à l'extérieur démarrèrent, leurs moteurs rugissant dans la nuit. Camille sortit, son sac à la main, et monta dans sa berline. Mais dans son rétroviseur, elle vit Julien remonter dans sa voiture, son visage crispé par la colère. Il n'avait pas l'intention de lâcher l'affaire. La nuit, loin d'être terminée, promettait de devenir explosive. La nuit s'étendait, infinie, sur la route de campagne, une bande d'asphalte sinueuse bordée d'arbres noirs dont les branches semblaient tendre leurs griffes vers le ciel étoilé. Camille Dubois, au volant de sa berline, gardait un œil sur le rétroviseur, où les phares de la voiture de patrouille et de Julien Lefebvre scintillaient, comme deux poings menaçants. Il la suivait, obstiné, son moteur grondant à quelques mètres derrière elle. Camille, les mains fermes sur le volant, ne laissait rien transparaître de la tension qui montait en elle. Des années d'entraînement au service de protection fédérale lui avaient appris à garder son sang-froid, même lorsque la situation menaçait de basculer. Elle savait que Julien, avec son ego blessé et ses préjugés tenaces, ne lâcherait pas facilement. Ce qu'il ignorait, c'était qu'il ne poursuivait pas une simple voyageuse, mais une agente entraînée, portant sur elle un objet d'une importance capitale, un attaché-case noir, verrouillé, dissimulé sous le siège passager. Son contenu ? Même Camille n'en connaissait pas tous les détails, mais elle savait qu'il valait assez pour que des hommes soient prêts à tuer. Elle activa discrètement un communicateur fixé à son oreille. Sophie, tu me reçois ? Murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. À des kilomètres de là, dans un centre d'opération sécurisé, Sophie Martin, une hackeuse prodige aux lunettes rondes et à l'esprit vif, pianotait sur son clavier, ses écrans projetant une lueur bleutée sur son visage. Claire et nette, Camille, répondit-elle, son ton mêlant concentration et une pointe d'humour. Ce flic te colle au train, hein ? Je vois sa voiture sur le satellite. Tu veux que je brouille son GPS ? Camille esquissa un sourire. Pas encore. Laisse-le croire qu'il a le contrôle, pour l'instant. Sophie ricana doucement. T'es diabolique. Tiens-moi au courant si ça chauffe. Camille coupa la communication, ses yeux revenant au rétroviseur. Julien était toujours là, sa silhouette sombre penchée sur le volant, ses phares trop proches. Elle accéléra légèrement, la berline glissant sans effort sur la route. Julien suivit, déterminé à ne pas la perdre. À la station-service, il avait été humilié, son autorité remise en question devant témoins. Agent fédéral ou pas, Camille représentait un défi à son pouvoir, et il était décidé à prouver qu'il avait raison de la suspecter. Il appuya sur sa radio. Centrale, ici Lefebvre. Je suis en poursuite d'un véhicule suspect, une berline noire, plaque. Il marqua une pause, réalisant qu'il n'avait pas noté la plaque. Demande de renfort. La voix de la standardiste, lasse, crépita.
Julien, tu n'as pas l'autorisation pour une poursuite. Rentre au poste. Il serra les dents, ignorant l'ordre. C'est ma juridiction, marmonna-t-il, éteignant la radio. Camille, anticipant son entêtement, activa un petit dispositif sous le tableau de bord. Un signal brouilleur se mit en route, perturbant les systèmes électroniques de la voiture de Julien. Son GPS clignota, affichant des coordonnées erratiques, et sa radio grésilla, incapable de capter un signal clair. Julien jura, tapant du poing sur le volant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Grogna-t-il, mais il refusa de ralentir, se fiant à la lueur des feux arrière de Camille. La route s'enfonçait dans une zone boisée, les virages devenant plus serrés. Camille, en pleine maîtrise, négocia chaque courbe avec précision, tandis que Julien, moins habitué à conduire à cette vitesse, luttait pour garder le contrôle, ses pneus crissant dangereusement. Soudain, un grondement sourd déchira la nuit. 3 SUV noirs, identiques à ceux de la station-service, surgirent d'une route latérale, leurs phares aveuglants braqués sur la berline de Camille. Elle plissa les yeux, son instinct prenant le dessus. « Sophie, on a de la compagnie, dit-elle dans son communicateur. 3 véhicules, armés, je dirais. Peux-tu identifier leurs signaux ? » Sophie, déjà en action, répondit rapidement. « Ça y est, je travaille dessus. Leurs systèmes sont cryptés, mais je peux te donner un coup de main. Active le brouilleur longue portée. » Camille appuya sur un autre bouton, et une impulsion électromagnétique légère émana de sa voiture, désactivant temporairement les systèmes de navigation des SUV ennemis. Les véhicules vacillèrent légèrement, mais continuèrent leur approche. À l'arrière, Julien, confus, ralentit en voyant les SUV. « C'est quoi, ça ?» murmura-t-il, son arrogance laissant place à l'incertitude. Il ralluma sa radio, mais le brouillage de Camille rendait toute communication impossible. Les SUV se séparèrent, 2 d'entre eux tentant de flanquer la berline de Camille, tandis que le 3e restait en arrière, ses occupants préparant visiblement une attaque. Camille, imperturbable, accéléra, poussant sa voiture à ses limites. Elle bifurqua brusquement sur une route secondaire, obligeant Julien et les SUV à ajuster leur trajectoire. Dans le SUV de tête, un homme au visage marqué par une cicatrice, surnommé « le corbeau » par ses hommes, aboya des ordres. Ne la laissez pas s'échapper. Le colis est dans sa voiture. Ces hommes, armés de fusils automatiques, se préparaient à ouvrir le feu. Camille, anticipant l'attaque, activa un autre dispositif, une lumière aveuglante jaillit de l'arrière de sa berline, désorientant momentanément les poursuivants. Julien, pris dans le flash, freina brusquement, sa voiture dérapant sur le gravier. « Merde !» cria-t-il, luttant pour reprendre le contrôle. Camille profita de la confusion pour prendre de l'avance. « Sophie, j'ai besoin d'un visuel sur leurs armes, » dit-elle. Sophie, ses doigts volant sur le clavier, pirata un drone de surveillance à proximité. « Tu as des fusils d'assaut, probablement des FAMAS, et... » « Attends, ils chargent un lance-grenade. »« Camille, tu dois sortir de cette route, maintenant. » Camille serra les dents. « Pas encore. J'ai besoin d'eux à découvert. » Elle accéléra encore, guidant ses poursuivants vers une portion de route bordée de champs ouverts, loin des arbres. Soudain, un autre grondement se fit entendre. Cette fois, ce n'étaient pas les ennemis, mais les renforts fédéraux. 4 SUV blindés, menés par l'agent Laurent, surgirent derrière les assaillants. Laurent, un homme à l'allure imposante et au regard d'acier, prit la parole dans son communicateur. « Agent Dubois, on est cela. Tenez la position, on s'occupe du reste. » Camille répondit d'un ton sec. « Faites vite, Laurent. Ils sont bien équipés. » Les SUV fédéraux se déployèrent, l'un d'eux coupant la route au véhicule de Julien, l'obligeant à s'arrêter net. Un agent descendit, pointant une arme sur Julien. « Restez dans votre véhicule, officier. » ordonna-t-il. Julien,
furieux, frappa le volant. Vous n'avez pas le droit. C'est ma juridiction. L'agent, impassible, répondit. Votre juridiction s'arrête là où commence la nôtre. Reculez. Pendant ce temps, les hommes du corbeau ouvrirent le feu, les balles ricochant sur la carrosserie blindée de la berline de Camille. Elle zigzagoua pour éviter les tirs, tout en gardant un œil sur ses poursuivants. Sophie, depuis son poste, lança une nouvelle attaque numérique, piratant les systèmes de communication des assaillants. Leurs radios grésillèrent, brouillées par des interférences. Ça devrait te donner un peu de temps, dit Sophie. Camille hocha la tête, bien que Sophie ne puisse pas la voir. Bien joué. Maintenant, trouve-moi leur point de départ. La bataille s'intensifia. L'un des SUV ennemis lança une grenade fumigène, obscurcissant la route. Camille, utilisant ses réflexes aiguisés, activa un filtre infrarouge sur son tableau de bord, lui permettant de voir à travers la fumée. Elle repéra le corbeau, qui donnait des ordres depuis l'arrière de son véhicule. Laurent, ciblez le chef, à l'arrière du SUV de tête, ordonna-t-elle. Les fédéraux obéirent, concentrant leurs tirs sur le véhicule du corbeau. Une explosion retentit lorsque l'un des pneus du SUV éclata, le forçant à ralentir. Julien, toujours bloqué par l'agent fédéral, observait la scène, impuissant. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de ce dans quoi il s'était engagé. Ce n'était pas une simple poursuite de routine. Camille, qu'il avait jugé et sous-estimé, était au cœur d'une opération bien plus grande que lui. Mais son orgueil refusait de céder. Il ouvrit sa portière, ignorant les ordres de l'agent, et courut vers le bord de la route, cherchant à comprendre ce qui se passait. Camille, voyant Julien s'exposer, jura à voix basse. « Cet idiot va se faire tuer », murmura-t-elle. Elle freina brusquement, faisant déraper sa voiture pour bloquer un tir destiné à Julien. « Monte !» cria-t-elle, ouvrant la portière passager. Julien, hésitant, réalisa qu'il n'avait pas d'autre choix. Il sauta dans la berline, le visage rouge de frustration. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» demanda-t-il, mais Camille l'ignora, accélérant à nouveau. Le corbeau, voyant ses hommes perdre du terrain, ordonna une attaque désespérée. Une roquette frôla la berline, explosant dans un champ à proximité. Camille, imperturbable, activa un dernier dispositif, une impulsion électromagnétique puissante, qui désactiva complètement l'un des SUV ennemis. Le véhicule s'arrêta net, ses systèmes hors service. Les fédéraux profitèrent de l'occasion pour encercler les assaillants y restants. Le corbeau, acculé, tenta de s'échapper à pied, mais Camille, rapide comme l'éclair, sortit de sa voiture et le plaqua au sol. Fin de la partie, dit-elle, menottant ses poignets. Julien, toujours dans la berline, observa la scène, le souffle court. Camille, couverte de poussière mais toujours aussi composée, se tourna vers lui. « Vous avez failli tout faire capoter, officier, dit-elle, son ton glacial. Julien, pour une fois, n'avait rien à répondre. Les fédéraux arrêtèrent les derniers assaillants, et le corbeau, menotté, révéla sous la pression un détail crucial. L'attaque était liée à une organisation plus vaste, et l'attaché casse de Camille était leur cible principale. Alors que les SUV fédéraux sécurisaient la zone, Camille s'éloigna, son communicateur à l'oreille. « Sophie, trouve-moi tout ce que tu peux sur ce corbeau. Il sait quelque chose. » Sophie, déjà en train de fouiller les bases de données, répondit. « Je suis dessus, patronne. Mais dis-moi, ce flic, il va nous causer d'autres problèmes ? » Et c'était passé. Camille jeta un regard à Julien, qui, humilié, fixait le sol. « Pas s'il apprend à écouter, répondit-elle, un sourire en coin. La nuit était loin d'être terminée, et la mission de Camille venait de prendre un tournant encore plus dangereux. L'aube perçait à peine à travers les rideaux épais du commissariat de cette petite ville de campagne, où l'odeur de café tiède et de papier poussiéreux flottait dans l'air. Julien Lefebvre,
assis sur une chaise inconfortable dans le bureau de son capitaine, triturait nerveusement le bord de son calot d'uniforme. La nuit précédente, marquée par l'humiliation et le chaos, pesait encore sur ses épaules comme un fardeau qu'il n'était pas sûr de pouvoir porter. Son regard, habituellement arrogant, était terni par une fatigue mêlée de honte. Le capitaine Moreau, un homme trapu aux cheveux grisonnants et au visage marqué par des années de service, le fixait depuis l'autre côté du bureau, ses lunettes reposant sur le bout de son nez. « Julien, commença-t-il, sa voix grave mais mesurée, ce que tu as fait hier soir est inacceptable. Tu as désobéi à des ordres directs, mis en danger une opération fédérale et failli te faire tuer. Explique-moi pourquoi je ne devrais pas te suspendre définitivement. » Julien déglutit, cherchant ses mots. « J'ai cru que je faisais mon travail, murmura-t-il, mais ses paroles sonnaient creuses, même à ses propres oreilles. Moreau soupira, secouant la tête. « Ton travail, ce n'est pas de jouer les cow-boys. Tu as laissé ton ego prendre le dessus. » Julien baissa les yeux, incapable de répondre. Pour la première fois, il réalisait l'ampleur de ses erreurs, non seulement dans ses actions, mais dans la manière dont il avait jugé Camille Dubois, une femme qu'il avait sous-estimée à cause de ses propres préjugés. À des kilomètres de là, dans un centre d'opération sécurisé niché dans une banlieue discrète, Camille Dubois se tenait debout devant un écran géant, analysant les données recueillies lors de l'attaque de la nuit précédente. L'attaché case noire, désormais sous haute surveillance, reposait dans une chambre forte à quelques mètres d'elle. Son contenu, des documents cryptés liés à une organisation criminelle internationale, représentait une menace bien plus grande que ce qu'elle avait anticipé. Autour d'elle, son équipe, menée par l'agent Laurent, discutait à voix basse, tandis que Sophie Martin, la hackeuse, pianotait frénétiquement sur son ordinateur. « J'ai retracé les communications du corbeau, » annonça Sophie, ses lunettes glissant sur son nez. Il travaillait pour une cellule basée quelque part en Europe de l'Est. Mais il y a un hic, quelqu'un de l'intérieur a dû leur donner ta position, Camille. Camille fronça les sourcils, son regard s'assombrissant. « Une taupe ? » demanda-t-elle. Sophie hocha la tête. « Probable. Je creuse, mais ils sont doués pour couvrir leurs traces. » Laurent, appuyé contre le mur, croisa les bras. « On doit sécuriser le colis et identifier cette fuite avant qu'il ne retende quelque chose. » Camille acquiesça, son esprit déjà en train de planifier les prochaines étapes. Elle savait que des officiers comme Julien, aveuglés par leur autorité, pouvaient compromettre des missions critiques, mais une taupe au sein de leur propre organisation était une menace bien plus grave. Au commissariat, Julien reçut l'ordre de prendre un congé administratif, assorti d'une obligation de suivre une formation intensive sur la gestion des préjugés et la désescalade des conflits. « C'est ta dernière chance, Lefebvre, avertit Moreau, son ton sans appel. Si tu veux rester dans ce métier, tu vas devoir changer. Pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu es censé protéger. » Julien hocha la tête, la gorge nouée. En quittant le bureau, il croisa l'officier Martinez, un collègue qui ne cachait pas son mépris pour ses actions de la veille. « Tu as de la chance qu'il ne t'ait pas viré. » Lâcha Martinez, ses yeux plissés. Julien, au lieu de répondre avec son arrogance habituelle, baissa la tête. « Je sais, » murmura-t-il. « Je veux réparer ça. » Martinez haussa un sourcil, sceptique, mais ne répondit rien. Les jours suivants, Julien plongea dans la formation, bien que son orgueil le poussât parfois à résister. Les sessions, animées par une formatrice nommée Claire Dubois, aucun lien avec Camille, étaient exigeantes. Claire, une femme à la voix posée mais ferme, insistait sur l'importance de reconnaître ses biais. Vous ne pouvez pas protéger une communauté si vous la jugez avant même de la connaître, dit-elle lors d'une séance. Julien, assis au fond de la salle, sentit ces paroles le frapper comme un coup de poing. Il repensa à Camille, à la manière dont il l'avait traitée, à son refus d'écouter, à son besoin de dominer. Pour la première fois, il commença à comprendre que son comportement n'était pas seulement une erreur ponctuelle, mais le reflet d'un problème plus profond. Pendant ce temps, Camille et son équipe progressaient dans leur enquête. Grâce aux efforts de Sophie, ils découvrirent que le Corbeau avait été engagé par un réseau criminel surnommé « l'Ombre »,
une organisation spécialisée dans le trafic de données sensibles. Le contenu de l'attaché case, des clés de cryptage permettant d'accéder à des serveurs secrets, était leur cible principale. Si ces clés tombent entre de mauvaises mains, ça pourrait déclencher une crise internationale, avertit Laurent lors d'un briefing. Camille, les bras croisés, acquiesça. Alors on ne peut pas se permettre d'échouer. Sophie, trouve-moi cette taupe. Sophie, un café à la main, hocha la tête. Je suis déjà sur 3 pistes. Donnez-moi 24 heures. De retour dans la petite ville, Julien, poussé par un désir de rédemption, s'engagea dans une initiative communautaire. Il rencontra Malik, un jeune homme charismatique qui organisait des activités pour les adolescents d'un quartier défavorisé. Malik, d'abord méfiant envers Julien, accepta de lui donner une chance. Les gens comme toi, ils viennent, ils promettent des choses, et puis ils disparaissent, dit Malik, ses yeux scrutant Julien. Si tu veux aider, prouve-le. Julien, déterminé, passa ses soirées à coacher une équipe de basket de quartier, écoutant les histoires des jeunes, apprenant à connaître leurs espoirs et leurs frustrations. Un soir, alors qu'il jouait avec eux sous les lampadaires vacillants, il sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait utile, non pas comme un homme en uniforme, mais comme un membre de la communauté. Les médias, entre-temps, s'étaient emparés de l'incident à la station-service. Des vidéos de Julien harcelant Camille, capturées par les caméras de surveillance, avaient fuité en ligne, déclenchant une vague d'indignation. Les gros titres dénonçaient que l'abus de pouvoir et le racisme systémique dans les forces de l'ordre. Une figure locale, Carla Moreau, aucune relation avec le capitaine, une militante respectée, organisa un forum communautaire pour discuter des réformes nécessaires. Julien, contre l'avis de ses collègues, décida d'y assister. Debout face à une foule hostile, il prit la parole, sa voix tremblante mais sincère. « J'ai fait une erreur, admit-il. J'ai laissé mes préjugés guider mes actions. Je ne demande pas votre pardon, mais je veux changer. » La salle, d'abord silencieuse, éclata en murmures. Carla, impressionnée par son courage, proposa une collaboration pour introduire des formations sur la sensibilisation au biais dans le commissariat. Julien accepta, voyant là une opportunité de prouver son engagement. À la base fédérale, Camille reçut une mise à jour cruciale de Sophie. « J'ai trouvé la taupe », annonça-t-elle, son ton grave. « C'est un agent subalterne, un certain Duval. Il a vendu des informations sur ta position à l'ombre. » Aux cellules se paudit, Bodier que c'est eux. Camille serra les dents. « Où est-il maintenant ?» Sophie tapa sur son clavier. « Il a disparu il y a 6 heures. Mais j'ai une piste sur son dernier emplacement. » Camille se tourna vers Laurent. « On le trouve, et on met fin à ça. » Laurent acquiesça, mais il ajouta. « Et ce flic Lefebvre ? Il pourrait encore poser problème. » Camille réfléchit, repensant à l'humiliation qu'elle avait vue dans les yeux de Julien. « Il est hors jeu pour l'instant, » répondit-elle. « Mais s'il croise à nouveau notre chemin, j'espère qu'il aura appris quelque chose. » Quelques semaines plus tard, Julien reçut un courriel inattendu, une invitation à participer à une formation conjointe entre les forces locales et les agences fédérales. En parcourant la liste des intervenants, il repéra le nom de Camille Dubois. Son cœur se serra. Était-ce une coïncidence? Ou le destin lui offrait-il une chance de se racheter? Il accepta l'invitation, bien décidé à montrer qu'il n'était plus l'homme qu'il avait été. À la base fédérale, Camille, informée de la présence de Julien, esquissa un sourire. « Il revient, hein ?» dit-elle à Laurent, qui haussa les épaules. « S'il a vraiment changé, tant mieux. Sinon, il le regrettera. » Camille hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon. « S'il croise mon chemin, il a intérêt à être du bon côté cette fois. » La réunion eut lieu dans une salle austère,
où agents fédéraux et officiers locaux se mêlaient avec une certaine méfiance. Julien, nerveux, repéra Camille au fond de la pièce. Elle était en discussion avec Laurent, son aura d'autorité intacte. Lorsqu'elle croisa son regard, elle s'approcha, son expression indéchiffrable. « Officier Lefebvre, dit-elle, sa voix neutre mais perçante. Julien déglutit. « Agent Dubois. Je voulais vous dire. Je suis désolé. Pour tout. » Camille l'observa longuement, comme si elle cherchait à sonder son âme. « Les excuses, c'est un début, répondit-elle enfin. Mais c'est ce que vous faites ensuite qui compte. Julien hocha la tête, déterminé. Je vais prouver que je peux changer. Camille esquissa un sourire, presque imperceptible. Alors commencez maintenant. Le soleil se levait sur la ville, baignant les rues d'une lumière douce. Julien, de retour dans son uniforme, patrouillait avec une nouvelle perspective. Lorsqu'il répondit à un appel pour une dispute dans un quartier résidentiel, il prit le temps d'écouter les deux parties, un locataire et son propriétaire, et trouva un compromis sans recourir à la force. Le locataire, un homme âgé, lui serra la main, reconnaissant. « Merci, officier. Vous avez écouté. » Julien sourit, un sentiment de fierté discrète l'envahissant. À la base fédérale, Camille briefait son équipe pour la prochaine phase de leur mission, traquer l'ombre et sécuriser les clés de cryptage. « On a neutralisé une cellule, dit-elle, son ton résolu, mais le réseau est toujours actif. On ne s'arrête pas tant qu'ils ne sont pas tous arrêtés. » Sophie, levant les yeux de son écran, ajouta. « Et ce flic, Lefebvre. Tu penses qu'il va tenir parole ?» Camille réfléchit, repensant à son regard dans la salle de réunion. « Bossé. Il essaye. » répondit-elle. « Guessa. Et c'est déjà plus que l'histoire de l'affrontement à la station-service est bien plus qu'un simple récit d'action. C'est une exploration profonde des dynamiques humaines, des préjugés et de la quête de rédemption. À travers les personnages de Camille Dubois et Julien Lefebvre, nous sommes confrontés à des vérités inconfortables sur la manière dont nos jugements hâtifs et notre soif de contrôle peuvent nuire à autrui. Camille, une femme forte, compétente et résiliente, incarne la dignité face à l'injustice. Sa retenue face aux provocations de Julien, combinée à son efficacité dans les moments critiques, nous rappelle l'importance de garder son sang-froid, même lorsque l'on est injustement ciblé. Julien, quant à lui, représente une facette plus sombre mais universelle. Celle de l'homme qui, aveuglé par ses préjugés et son ego, commet des erreurs graves, mais qui trouve en lui la force de se remettre en question. Ce récit m'a profondément touché par sa capacité à montrer que le changement est possible, même pour ceux qui semblent perdus dans leurs erreurs. La transformation de Julien, passant d'un officier arrogant à un homme cherchant à réparer ses torts, est une leçon d'humilité. En France, où les débats sur les discriminations et les abus de pouvoir sont souvent au cœur de l'actualité, cette histoire résonne particulièrement. Elle nous invite à réfléchir à nos propres biais, qu'ils soient conscients ou non, et à l'impact de nos actions sur les autres. Comme Julien, nous pouvons tous tomber dans le piège de juger autrui sur des apparences, mais c'est dans notre capacité à reconnaître ses erreurs et à agir pour les corriger que réside notre véritable humanité. Une des leçons les plus marquantes de cette histoire est l'importance de l'écoute et du dialogue. Camille, malgré la pression, reste fidèle à ses principes, refusant de se plier à l'intimidation. Julien, en revanche, apprend à écouter, non seulement les autres, mais aussi sa propre conscience. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons appliquer cette leçon en prenant le temps de comprendre les perspectives d'autrui avant de porter un jugement. Que ce soit dans nos relations personnelles, au travail ou dans nos interactions avec des inconnus, l'écoute active peut désamorcer les conflits et favoriser des relations plus justes. Un autre enseignement précieux est celui de la responsabilité. Julien, en assumant les conséquences de ses actes et en s'engageant dans un processus de changement, nous montre que la rédemption passe par des actions concrètes. En France, où le sens de la responsabilité individuelle est valorisé, cette idée trouve un écho particulier. Nous pouvons tous, à notre échelle,
contribuer à une société plus équitable en prenant nos responsabilités, en dénonçant les injustices, en soutenant les victimes de discrimination ou en participant à des initiatives communautaires, comme Julien le fait avec les jeunes de son quartier. Enfin, l'histoire met en lumière le courage de Camille, qui, face à l'adversité, reste fidèle à sa mission et à ses valeurs. Ce courage, discret mais inébranlable, est une inspiration pour nous tous. Dans un monde où les injustices persistent, nous devons trouver en nous la force de défendre ce qui est juste, même lorsque cela nous expose à des risques. En conclusion, l'affrontement à la station-service nous rappelle que le chemin vers une société plus juste commence par un travail sur soi-même. Changeons nos regards, écoutons avec empathie, assumons nos erreurs et agissons avec courage. Alors, qu'attendez-vous? Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo, partagez-la pour sensibiliser vos proches, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus équitable.